silencieusement dans l'histoire de Raccoon City, une ville qui était autrefois un symbole de prospérité américaine avant de devenir le tombeau de 100 000 âmes. Du 23 septembre au 1er octobre 1998, une semaine qui a changé le monde pour toujours. Certains d'entre vous connaissent déjà cette histoire, d'autres la découvrent, mais ce que nous allons explorer ensemble va bien au-delà des jeux vidéo. C'est l'anatomie d'une catastrophe, le récit méticuleux de comment une ville entière peut s'effondrer en quelques jours, et pourquoi, même avec toute ta volonté de survivre, tu n'aurais probablement pas vu le lever du soleil du deuxième jour. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications si tu apprécies ce genre de narration lente et atmosphérique. Et dis-moi dans les commentaires d'où tu écoutes et quelle heure il est chez toi. C'est toujours fascinant de voir comment la même histoire résonne silencieusement à travers le monde. Une nuit à la fois. Commençons. Il y a quelque chose que tu dois comprendre dès maintenant. Raccoon City n'était pas une ville ordinaire. Située dans le Midwest américain, nichée entre les montagnes Arklay et la forêt de Raccoon, cette petite cité industrielle d'environ 100 000 habitants vivait sous l'ombre invisible de la Umbrella Corporation. Dans les années 60, alors que Raccoon City n'était qu'une bourgade tranquille, Umbrella s'y est installée, promettant prospérité et emploi. Et elle a tenu parole. En 1987, le maire Michael Warren a lancé son projet ambitieux intitulé « Un 21e siècle brillant pour Raccoon City », financé presque entièrement par Umbrella. De nouveaux hôpitaux, des infrastructures modernes, même une unité d'élite de la police appelée STARS. Tout cela grâce au généreux don d'Umbrella. Mais ce que personne ne savait, c'est que sous cette façade de philanthropie se cachait quelque chose d'infiniment plus sinistre. Sous les montagnes Arklay, dans les profondeurs de la terre, Umbrella avait construit un réseau de laboratoires secrets. C'est là, loin des regards indiscrets, que des scientifiques travaillaient sur le virus T, une arme biologique conçue pour transformer des humains ordinaires en soldats immortels. Mais comme toutes les expérimentations qui jouent avec les forces fondamentales de la vie, le virus T s'est révélé incontrôlable. Au lieu de créer des super soldats, il produisait des monstres, des zombies, des créatures mutantes, des cauchemars vivants. Et pendant des années, Umbrella a gardé ses secrets enterrés, littéralement, sous les pieds des citoyens de Raccoon City, qui vivaient, travaillaient, élevaient leurs enfants, sans jamais se douter qu'ils marchaient sur une poudrière biologique. En mai 1998, les premiers signes sont apparus. Une série de meurtres cannibales a commencé dans les montagnes Arklay. Des randonneurs disparus, des corps mutilés retrouvés dans la forêt, dévorés par quelque chose que les autorités ne pouvaient identifier. Les journaux locaux ont commencé à parler d'attaques d'animaux sauvages, peut-être des ours, peut-être des loups, mais les victimes continuaient de s'accumuler. En juillet, la situation était devenue si grave que l'équipe Bravo des STARS a été déployée pour enquêter. 12 officiers d'élite sont entrés dans la forêt cette nuit-là. Seulement 5 en sont revenus vivants. Ce qu'ils ont découvert a changé tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur ville. Un manoir isolé, appartenant à
laboratoire souterrain rempli d'horreurs. Des chiens infectés, des humains transformés en zombies, des créatures appelées Hunters conçues pour tuer. Les survivants, Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers et Brad Vickers, ont tenté de révéler la vérité. Mais le chef de la police, Brian Irons, était déjà acheté par Umbrella. Leurs témoignages ont été étouffés, leurs preuves détruites avec l'explosion du manoir. Mais le virus n'a pas été détruit. Il s'était déjà échappé, infiltrant silencieusement les réserves d'eau de la ville, attendant le bon moment pour se déchaîner. Et ce moment est venu dans la nuit du 22 au 23 septembre. Imagine-toi à Raccoon City ce soir-là. Tu rentres chez toi après une longue journée de travail. Tu allumes la télévision. Tu prépares ton dîner. Tout semble normal. Peut-être entends-tu des sirènes au loin. Mais c'est une ville. Il y a toujours des sirènes. Tu ne peux pas savoir que dans les égouts sous tes pieds, quelque chose de terrible vient de se produire. Le docteur William Birkin, l'un des scientifiques les plus brillants d'Umbrella, a passé des années à développer le virus G, une évolution du virus T encore plus puissante et dangereuse. Mais Birkin a commis l'erreur fatale de vouloir vendre son virus au gouvernement américain, trahissant ainsi Umbrella. La corporation a envoyé une équipe de sécurité pour récupérer le virus et éliminer Birkin. La confrontation a été brutale. Les soldats ont ouvert le feu, touchant mortellement Birkin. Mais dans ces derniers instants, mourant sur le sol de son laboratoire, Birkin a saisi une seringue contenant le virus G et se l'est injecté. Ce qui s'est passé ensuite défie toute description. Son corps a commencé à muter, les tissus se régénérant, les os se restructurant, la chair se transformant en quelque chose d'autre. La créature qui était autrefois William Birkin s'est levée et a massacré l'équipe d'Umbrella. Dans la bataille, des fioles contenant le virus T ont été brisées. Le virus s'est répandu dans les égouts. Des rats l'ont ingéré, sont devenus des vecteurs. Ces rats ont fui les tunnels, ont atteint le lac Victory, le réservoir principal d'eau potable de Raccoon City. En quelques heures, l'eau de toute la ville était contaminée. Des dizaines de milliers de personnes ont bu cette eau sans se douter de rien. Le virus a commencé son travail silencieux, infiltrant les cellules, réécrivant l'ADN, transformant lentement des humains en quelque chose d'autre. Les premiers symptômes ressemblaient à une grippe, fièvre, fatigue, démangeaison. Rien d'alarmant au début, mais ensuite venait la nécrose. La peau commençait à pourrir, les tissus à se décomposer, le cortex cérébral, le siège de la conscience humaine, de la raison, de l'empathie, se désintégrait progressivement. Ce qui restait n'était que le tronc cérébral, les instincts les plus primitifs. Faim, agressivité, le besoin de chasser, de tuer, de dévorer. Le soir du 23 septembre, Raccoon City a basculé. Cela a commencé dans les quartiers périphériques. Un homme attaque son voisin. Le mort arrache des morceaux de chair avec ses dents. Une femme dans un supermarché se jette sur un employé, ses yeux vides, sa bouche ouverte dans un grognement inhumain. Au Warren Stadium, pendant un match de football, l'infection a explosé au milieu de la foule. Des spectateurs se sont transformés devant les yeux horrifiés des autres. On commençait à attaquer
cela a pu se produire si rapidement? La réponse est dans la nature même du virus T. Contrairement à d'autres agents pathogènes qui prennent des jours ou des semaines pour infecter un hôte, le virus T agit en quelques heures. Une fois dans le corps, il se multiplie exponentiellement, utilisant les cellules de l'hôte comme usine pour produire plus de virus. Le métabolisme augmente dramatiquement, brûlant l'énergie à un rythme insoutenable. C'est cette faim constante qui pousse les infectés à dévorer toute chair vivante. Ils ne mangent pas par choix, mais par nécessité biologique. Leur corps consomme lui-même s'il ne trouve pas de nourriture. Et les humains non infectés représentent la source de calories la plus riche et la plus accessible. Maintenant, place-toi dans cette situation. C'est la nuit du 23 septembre. Tu es chez toi, tu entends des cris, des coups de feu. Tu regardes par la fenêtre et tu vois des gens courir dans la rue, paniqués. D'autres qui se déplacent différemment, avec ce mouvement traînant et saccadé, poursuivent ceux qui fuient. Tu vois ton voisin, Monsieur Graham, un homme gentil qui arrosait ses roses chaque matin, maintenant debout au milieu de la rue, son corps déformé, sa peau grisâtre, attaquer quelqu'un. Ta première réaction serait probablement de verrouiller ta porte, de pousser des meubles contre elle. Tu essaierais d'appeler la police, mais les lignes sont saturées, personne ne répond. Tu allumerais la télévision cherchant des informations. Les chaînes locales montreraient des images chaotiques, des journalistes essayant de comprendre ce qui se passe, parlant d'émeutes, de troubles civils. Personne n'utilise encore le mot qui tue tout espoir, zombie. Tu pourrais penser que c'est temporaire, que l'armée va venir, que tout sera sous contrôle d'ici le matin. Tu aurais tort. Ce que tu ne sais pas, c'est que le gouvernement fédéral a déjà pris une décision. Le 24 septembre, seulement un jour après le début de l'épidémie, l'armée américaine a établi un blocus complet autour de Raccoon City. Personne n'entre, personne ne sort. Officiellement, c'est pour contenir l'infection. En réalité, c'est pour s'assurer qu'aucun témoin ne puisse révéler ce qui se passe vraiment. Les routes sont barrées par des chars. Des soldats en tenue de protection biologique patrouillent le périmètre. Des hélicoptères survolent la ville, non pas pour évacuer, mais pour surveiller. Le 25 septembre, les hôpitaux de Raccoon City sont submergés. Le Spencer Memorial Hospital, l'établissement principal de la ville, ne peut plus accepter de nouveaux patients. Les salles sont remplies de personnes présentant des symptômes d'infection, certaines déjà en train de se transformer. Le personnel médical, épuisé et terrifié, essaie de comprendre ce qu'ils affrontent. Certains médecins commencent à travailler sur un vaccin, collectant des échantillons, effectuant des tests. Mais avant qu'ils ne puissent aboutir, l'hôpital est envahi. Les patients infectés se réveillent, attaquent le personnel, se nourrissent des vivants. En quelques heures, le Spencer Memorial devient une zone morte, ses couloirs remplis de cadavres ambulants. Si tu avais été assez malchanceux pour être hospitalisé ce jour-là, pour une appendicite peut-être, ou une jambe cassée, tu serais mort là-bas, transformé ou dévoré. Le 26 septembre, le commissariat de police de Raccoon City, ce bâtiment art déco qui était censé représenter la sécurité et l'ordre, devient le dernier bastion. Les officiers survivants se sont regroupés là, ont barricadé les entrées
sabotent activement les efforts de sauvetage. Ils cachent des armes, verrouillent des issues de secours et commencent même à chasser les survivants comme du gibier. Sa folie, alimentée par la peur et la culpabilité, transforme celui qui devrait protéger en prédateur. Et pendant ce temps, à l'extérieur, les zombies continuent de se multiplier. Les morts se réveillent, rejoignent la horde. Les vivants qui sont mordus se transforment en quelques heures. C'est une progression exponentielle. Un infecté crée 2 nouveaux infectés, qui en créent 4, qui en créent 8. En 3 jours, la majorité de la population de Raccoon City, environ 70 à 80%, est morte ou infectée. Maintenant, parlons de ce que tu affronterais si tu étais encore en vie à ce stade. Les zombies sont l'ennemi le plus visible, mais ils ne sont que le début. Le virus T ne s'arrête pas à la première transformation. Chez certains infectés, le virus continue de muter, déclenchant ce qu'on appelle le processus VACT. Un zombie qui a consommé suffisamment de biomasse peut subir une seconde mutation. Sa peau devient rouge sang, ses griffes s'allongent, sa vitesse et son agressivité augmentent dramatiquement. Ces créatures, surnommées Crimson Heads par les rares qui les ont vues et survécues, sont infiniment plus dangereuses que les zombies ordinaires. Mais il y a pire. Certains zombies mutent encore plus loin, se transformant en ce que le personnel d'Umbrella appelle des lickers. Imagine une créature qui était autrefois humaine, maintenant dépourvue de peau, son système musculaire entièrement exposé, rouge et luisant. Son cerveau a gonflé, déformant et finalement détruisant son crâne, ce qui a causé la perte complète de ses yeux. Mais la cécité n'est pas une faiblesse. Le licker a développé une ouïe si aiguisée qu'il peut détecter le moindre son à des dizaines de mètres. Il se déplace sur 4 pattes, peut grimper sur les murs et les plafonds avec une aisance effrayante. Et sa langue, longue d'1 mètre, couverte de barbe comme un harpon organique, peut transpercer la chair humaine en une fraction de seconde, décapitant sa proie d'un seul coup. Tu te caches dans un bâtiment abandonné, essayant de ne faire aucun bruit, mais ton estomac gargouille, ou peut-être que tu laisses tomber quelque chose par accident. Un bruit à peine audible pour toi. Pour le licker qui rôde dans les ombres, c'est comme une balise lumineuse. Tu l'entends avant de le voir, ce sifflement humide, le grattement de ses griffes sur le béton. Puis il apparaît, se déplaçant le long du plafond, sa tête sans yeux tournée dans ta direction. Tu retiens ta respiration, mais c'est trop tard. Il sait où tu es. Et quand il attaque, c'est avec une vitesse et une férocité qui ne te laissent aucune chance. Mais les créatures terrestres ne sont pas les seules menaces. Le virus T affecte toutes les formes de vie. Les chiens policiers de Raccoon City, des Dobermans bien dressés qui patrouillaient autrefois les rues, ont été infectés après avoir consommé de la nourriture contaminée. Ces Cerberus, comme Umbrella les appelle, ont conservé leur agilité et leur instinct de meute, mais ont perdu toute inhibition. Leur peau est nécrosée par endroits, révélant les muscles et même les os en dessous. Ils chassent en groupe, encerclant leur proie, attaquant de toutes les directions à la fois. Tu pourrais penser que grimper en hauteur te mettrait en sécurité. Tu aurais tort. Les corbeaux, infectés par le virus, sont devenus plus grands, plus agressifs et attaquent en nuée. Ils ciblent les yeux et le visage, utilisant
utilisant leurs serres et leurs becs pour infliger des blessures dévastatrices. Dans les égouts, où certains ont cherché refuge pensant échapper au chaos des rues, des menaces encore plus grotesques attendent. Des araignées, gonflées à la taille de gros chiens par le virus, tissent des toiles massives dans les tunnels. Leur venin paralyse en quelques secondes et elles préfèrent leur proie vivante mais immobilisée. Des rats géants, certains aussi grands que des chats, se déplacent en essaim, submergent par le nombre. Même les plantes ne sont pas épargnées. Dans un hôpital abandonné des montagnes Arklay, une plante infectée appelée plante 42 a grandi jusqu'à remplir des pièces entières. Ces vrilles venimeuses attrapant quiconque s'approche trop près. Mais de toutes les horreurs qu'Umbrella a créées, aucune n'est aussi terrifiante que le tyran. Le 29 septembre, alors que la ville brûle et que les derniers survivants luttent pour leur vie, Umbrella déploie 6 unités T-103 dans Raccoon City. Ces bioarmes représentent le summum de la recherche d'Umbrella sur le virus T. À première vue, un tyran ressemble presque à un humain, grand, environ 2,20 m, massif, pesant plus de 140 kg de muscles denses. Il porte un long imperméable et un fedora, une tentative de le faire passer pour humain à distance. Mais de près, l'illusion s'effondre. Sa peau est d'un gris cadavérique, ses yeux sont blancs laiteux sans pupille, et il ne cligne jamais des yeux. L'un de ces tyrans, désigné T00, mais plus tard surnommé Mr. X par les survivants, a été programmé avec une mission spécifique: localiser un échantillon du virus G porté par une petite fille nommée Sherry Birkin et éliminer tous les témoins au commissariat de police. Le tyran ne court pas, il n'a pas besoin de courir. Il marche avec une cadence lourde et régulière, ses pas résonnant dans les couloirs vides. Tu l'entends venir de loin, ce son rythmique, implacable. Tu cours, tu te caches dans une pièce, tu pousses des meubles contre la porte. Les pas s'arrêtent. Silence. Tu commences à penser que tu es en sécurité. Puis tu entends la poignée de porte tourner. Lentement, délibérément, la porte s'ouvre. Le tyran se tient là, remplissant tout l'encadrement, sa tête inclinée pour passer sous le cadre de porte. Ses yeux blancs fixés directement sur toi. Tu tires avec ton arme, si tu en as une. Les balles le touchent, déchirent son imperméable blindé, certaines pénétrant même sa chair. Il ne réagit pas. Pas de douleur, pas de ralentissement. Il continue d'avancer. Le tyran a été conçu pour ignorer la douleur, pour continuer à fonctionner même avec des dommages massifs. Son seul but est d'accomplir sa mission, et rien, absolument rien, ne peut le faire dévier. Tu pourrais le faire tomber avec suffisamment de coups de feu, mais il se relèvera en quelques minutes, et il te retrouvera. Il est programmé pour traquer par l'odeur, capable de distinguer entre cible et non-cible. Tu es marqué comme cible, pour toujours. Le 30 septembre, 6 jours après le début de l'épidémie, Raccoon City n'est plus une ville. C'est un cimetière à ciel ouvert, un labyrinthe de rues brûlantes et de bâtiments effondrés, peuplé de monstres. Les quelques survivants qui restent sont dispersés, isolés, mourant de faim et de soif. L'eau du robinet est contaminée. La nourriture dans les magasins a été pillée depuis longtemps. Chaque heure qui passe réduit tes chances de survie.
chaque mutation, chaque interaction entre les différents types de créatures est enregistrée, analysée, archivée pour de futures applications militaires. Tu n'es pas un citoyen à sauver, tu es un sujet d'expérimentation involontaire, mais même cette collecte de données a ses limites. Dans la nuit du 30 septembre, une réunion extraordinaire se tient au Congrès américain. Des généraux, des politiciens, des représentants d'Umbrella discutent de la situation. L'infection menace de se propager au-delà du périmètre de quarantaine. Des créatures ont été repérées, essayant de franchir les barricades. Le risque est trop grand. La décision est prise. Raccoon City doit être stérilisée complètement. Le terme stérilisation est un euphémisme militaire pour destruction totale. Le plan est simple et brutal. 2 missiles thermobariques expérimentaux seront lancés sur la ville au lever du soleil du 1er octobre. Ces armes, parfois appelées bombes à vide, créent une boule de feu massive qui consume tout l'oxygène dans un rayon de plusieurs kilomètres. La température atteint plusieurs milliers de degrés. Les bâtiments s'effondrent. Tout ce qui vit est incinéré instantanément. L'avantage, du point de vue du gouvernement, c'est qu'il n'y a presque aucune contamination radioactive. Contrairement aux armes nucléaires traditionnelles, la zone peut être nettoyée et oubliée. Dans les premières heures du 1er octobre, des hélicoptères survolent Raccoon City, diffusant un dernier message. Attention à tous les citoyens de Raccoon City. Ceci est une annonce officielle du gouvernement des États-Unis. La ville sera stérilisée dans 6 heures. Nous répétons, Raccoon City sera stérilisée dans 6 heures. Il n'y aura plus d'évacuation. Que Dieu soit avec vous. 6 heures. C'est tout ce qui reste. Si tu as survécu jusqu'à ce point, et les chances sont astronomiquement faibles que ce soit le cas, tu fais face à un choix impossible. Essayer de fuir, traverser des kilomètres de territoire infesté de monstres, franchir des barricades militaires qui ont ordre de tirer à vue, ou te cacher, espérer qu'un sous-sol ou un bunker te protégera de la chaleur et de l'onde de choc à venir. Aucune option n'offre beaucoup d'espoir. À 2h45 du matin, heure locale, les missiles sont lancés depuis une base aérienne à des centaines de kilomètres de distance. Ils traversent le ciel nocturne, 2 traînées de feu contre les étoiles. Tu ne les vois peut-être pas venir. Tu es probablement caché quelque part, épuisé, affamé, déshydraté, attendant simplement que quelque chose, n'importe quoi, mette fin à ce cauchemar. Et alors, sans avertissement, le monde devient blanc. L'éclair arrive en premier. Une lumière si brillante qu'elle transforme la nuit en jour, si brillante qu'elle brûle à travers tes paupières fermées. Puis la chaleur, une vague de température si intense qu'elle fait fondre l'asphalte, vaporise l'eau, enflamme tout ce qui est combustible. Et finalement, l'onde de choc, un mur de pression qui se déplace à plusieurs fois la vitesse du son, pulvérisant les bâtiments, arrachant les arbres, aplatissant tout sur son passage. Si tu es à moins de 3 km du point d'impact, tu meurs instantanément. Ton corps est vaporisé, réduit à ses atomes constitutifs. Si tu es plus loin, entre 3 et 10 km, tu as peut-être une seconde pour réaliser ce qui se passe avant que l'onde de choc ne t'atteigne et ne te tue. Au-delà de 10 km, dans les zones périphériques de la ville, tu pourrais
pourrait survivre. Grièvement blessés, aveuglés par l'éclair, les tympans éclatés par le bruit, enterrés sous des tonnes de décombres, mais techniquement vivants. C'est là que réside la cruauté ultime. Certains survivent à l'explosion initiale, seulement pour mourir lentement dans les heures et jours qui suivent, piégés dans les ruines, sans nourriture, sans eau, sans espoir de secours, car le gouvernement n'envoie pas d'équipe de sauvetage, pas immédiatement. Ils attendent, s'assurent que rien ne bouge, que toute vie a été éradiquée. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que des soldats en combinaison de protection entrent dans la zone, non pas pour sauver, mais pour cataloguer, pour s'assurer qu'aucune trace du virus n'a survécu. 100 000 personnes meurent ce matin-là. 100 000 vies, 100 000 histoires, 100 000 avenirs, tous effacés en un instant. Des familles entières, des générations, des quartiers entiers, réduits en cendres et poussières. Raccoon City, qui existait depuis des décennies, qui avait ses propres traditions, sa propre culture, ses propres héros et scandales, cesse d'exister. À sa place, il ne reste qu'un cratère fumant, une cicatrice sur la terre. Le gouvernement américain publie une déclaration officielle. Un accident industriel, une fuite de gaz, une explosion tragique mais inévitable. Les médias répètent cette version, bien que certains journalistes sceptiques posent des questions. Où sont les survivants? Pourquoi la zone d'exclusion est-elle si grande? Pourquoi l'armée refuse-t-elle l'accès même aux équipes de secours? Ces questions sont étouffées. Les journalistes trop curieux reçoivent des visites de personnes en costume sombre, des suggestions pas si subtiles que continuer à creuser serait mauvais pour leur carrière, voire leur santé. Umbrella Corporation nie toute responsabilité. Leurs avocats, parmi les meilleurs que l'argent peut acheter, construisent une défense en couche. Oui, Umbrella avait des installations à Raccoon City, mais ce n'était que de la recherche pharmaceutique légitime. Oui, il y avait des protocoles de sécurité, tous respectés scrupuleusement. L'incident, quel qu'il soit, n'avait rien à voir avec leurs opérations. Les procès s'éternisent, des témoins disparaissent ou changent soudainement leur témoignage. Des documents sont perdus ou détruits dans des incendies convenables. Des années passent et la vérité reste enfouie, presque aussi profondément que la ville elle-même. Mais quelques survivants existent. Leon Scott Kennedy, un jeune policier qui n'a passé qu'une nuit dans la ville lors de son premier jour de service. Claire Redfield, une étudiante à la recherche de son frère. Sherry Birkin, la fille du scientifique qui a involontairement déclenché toute la catastrophe. Jill Valentine, l'un des rares membres survivants des STARS. Chacun d'eux porte les cicatrices de cette semaine, physiques et psychologiques. Ils ont vu des choses qu'aucun humain ne devrait voir. Ils ont fait des choses qu'aucun humain ne devrait avoir à faire. Et ils savent que la vérité officielle est un mensonge. Certains d'entre eux consacreront le reste de leur vie à lutter contre les armes biologiques, à empêcher qu'une autre Raccoon City ne se produise. D'autres essaieront simplement d'oublier, de construire des vies normales, de prétendre que ces 7 jours en septembre n'ont jamais existé. Aucune des deux approches ne fonctionne vraiment, car Raccoon City n'était pas la fin, c'était le début. Le virus T n'a pas été détruit. Des échantillons existaient dans d'autres
d'autres installations Umbrella à travers le monde. Des scientifiques qui travaillaient sur le projet ont survécu, ont emporté leurs connaissances ailleurs, vers d'autres corporations, d'autres gouvernements. Dans les années qui suivent la destruction de Raccoon City, des épidémies plus petites se produisent dans différentes parties du monde. Une île au large de l'Amérique du Sud, un village isolé en Europe de l'Est, une ville portuaire en Asie. À chaque fois, les autorités réagissent plus rapidement, contiennent l'infection avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais le fait demeure que le génie est sorti de la bouteille. La technologie existe maintenant. Les connaissances sont là. Et il y aura toujours des personnes, des organisations, des nations prêtes à utiliser ces armes, peu importe le coût humain. Le bioterrorisme devient la nouvelle menace du XXIe siècle. Des groupes extrémistes, des corporations sans scrupules, même des gouvernements soi-disant civilisés, tous jouent avec des forces qu'ils ne peuvent pas contrôler, créant des monstres qui échappent invariablement à leur contrôle. Et chaque fois, ce sont des innocents qui paient le prix. En 2003, Umbrella Corporation s'effondre finalement sous le poids des procès et des scandales. Mais sa chute ne signifie pas la fin. D'autres entreprises émergent, reprenant là où Umbrella s'est arrêtée. Tricell, une multinationale avec des liens dans l'industrie pharmaceutique et pétrolière. Will Pharma, prétendant développer des vaccins, mais secrètement continuant la recherche sur les armes biologiques. Même des organisations gouvernementales qui devraient protéger leurs citoyens mènent des expériences clandestines. En 2013, le président américain Adam Benford envisage de révéler la vérité sur Raccoon City. Il veut que le monde sache ce qui s'est réellement passé, que justice soit rendue pour les 100 000 victimes. Mais avant qu'il ne puisse faire sa déclaration, il est assassiné lors d'une épidémie organisée à Tall Oaks, une autre ville américaine sacrifiée pour protéger des secrets. 70 000 personnes meurent en une journée. L'histoire se répète. Aujourd'hui, Raccoon City est une zone d'exclusion, un no man's land entouré de clôtures et de panneaux d'avertissement, officiellement en raison de la contamination persistante, mais en réalité pour empêcher les curieux de découvrir ce qui reste. Car même après toutes ces années, il y a des choses enterrées dans les ruines, des échantillons dans des bunkers profonds, peut-être même des créatures qui ont survécu, évoluant dans les ombres. La forêt a commencé à reprendre la zone. Les arbres poussent à travers les rues brisées. Les vignes grimpent sur les squelettes de bâtiments. La nature efface lentement les cicatrices de la civilisation. Mais ceux qui connaissent l'histoire disent que la région est maudite. Des randonneurs qui s'aventurent trop près du périmètre parlent de sons étranges dans la nuit, de silhouettes qui se déplacent dans le brouillard, de la sensation constante d'être observé. Ce sont probablement juste des histoires. Probablement. Mais compte tenu de ce qui s'est passé là-bas, peut-on vraiment en être sûr? Alors, pourquoi n'aurais-tu pas survécu à Raccoon City? Parce que la survie n'était pas une question de compétence ou de préparation. C'était une question de chance pure, et les probabilités étaient écrasantes contre toi. Tu aurais pu être l'un des 70 000 personnes qui ont bu l'eau contaminée sans le savoir et qui se sont transformées
puisses réagir. Tu aurais pu te réfugier au commissariat de police, pensant trouver la sécurité, seulement pour être piégé quand le bâtiment a été envahi, ou pire, chassé par le chef Irons lui-même. Tu aurais pu essayer de fuir par les égouts pour te retrouver face à face avec William Birkin dans l'une de ses formes mutées, une masse de chair et de griffes et de rage impossible à tuer. Tu aurais pu grimper sur les toits, pensant être en sécurité, seulement pour qu'un liqueur te traque par le son de ta respiration. Tu aurais pu réussir à éviter tous les zombies, toutes les créatures, tous les pièges, pendant 6 jours. Et ensuite, au lever du soleil du 7e jour, les missiles sont venus et ont tout effacé. Il n'y avait pas d'issue. Le jeu était truqué dès le départ. Les quelques personnes qui ont survécu, Léon, Claire, Jill, n'ont pas survécu parce qu'ils étaient spéciaux. Ils ont survécu parce qu'ils ont eu une chance incroyable, qu'ils se trouvaient aux bons endroits au bon moment, qu'ils ont pris les bonnes décisions par pur hasard. Si l'un d'eux avait tourné à gauche au lieu de tourner à droite, avait ouvert une porte différente, avait hésité une seconde de plus, il serait mort. Voilà la vérité terrifiante de Raccoon City. Ce n'était pas une situation où l'héroïsme ou la détermination faisaient la différence. C'était un abattoir, une expérience scientifique à échelle réelle, un sacrifice de masse sur l'autel de l'ambition corporative et de la paranoïa gouvernementale. 100 000 personnes ont été sacrifiées, non pas parce qu'elles devaient l'être, mais parce que c'était plus pratique que d'admettre la vérité et de faire face aux conséquences. Et cette histoire n'est pas finie. Quelque part dans le monde, en ce moment même, il y a un laboratoire où des scientifiques travaillent sur le prochain virus, la prochaine arme biologique. Il y a un homme d'affaires qui regarde des tableurs, calculant le profit potentiel de la vente de monstres à des dictateurs. Il y a un politicien qui signe des documents autorisant des recherches qui ne devraient jamais être menées. La roue continue de tourner. Les leçons de Raccoon City n'ont pas été apprises. Elles ont été enterrées avec les corps. Alors, quand tu joues à Resident Evil, quand tu regardes ces zombies sur ton écran, quand tu tires sur ces créatures avec tes armes virtuelles, souviens-toi, ce n'est pas seulement un jeu d'horreur, c'est un avertissement. C'est un rappel de ce qui peut arriver quand la cupidité corporative, l'ambition scientifique sans éthique et le secret gouvernemental se combinent. Raccoon City pourrait sembler être une fiction, un cauchemar inventé pour nous divertir. Mais les éléments qui ont conduit à sa chute, la corruption, la recherche d'armes toujours plus mortelles, la volonté de sacrifier des innocents pour protéger des secrets, tout cela est bien réel. Et peut-être, juste peut-être, c'est pour ça que l'histoire de Raccoon City résonne si fortement avec nous. Pas parce que nous croyons qu'une apocalypse zombie pourrait arriver, même si avec les progrès de la biotechnologie, qui peut vraiment dire que c'est impossible, mais parce que nous reconnaissons à un niveau profond et instinctif que nous vivons dans un monde où les puissants sont prêts à sacrifier les faibles, où le profit passe avant les personnes, où la vérité est constamment cachée derrière des mensonges officiels. Raccoon City est un miroir sombre tendu vers notre propre société, et ce que nous y voyons est terrifiant. Le soleil
laboratoire suggère que c'est une question de quand, pas de si. Nous nous demanderons à nouveau comment nous avons pu laisser cela se produire, comment nous n'avons pas vu les signes.